Enfin, je dis ça à cause de ce débat un peu rance là qui revient avec les bouquins à la mode. Bernard-Henri Lévy sur Mais nous sommes intellectuels, la vérité, la raison, la pensée. Je dis bon, les gens qui vendent ça évidemment sont ceux qui ne font pas ce qu'ils disent, sinon ils ne le diraient Écoute, pas. non mais revenons au Mais cinéma, c'est un c'est truc plus européen. intéressant que Bernard et Lévy. Ils ont une façon de faire. Le cinéma américain, dès que par exemple Fonda apparaît, tu sais quel film tu vas voir. Tu sais que s'il est là, il a été choisi pour lui-même. Et que le film se pliera à Fonda, mais que Fonda ne pliera pas. Et ça, c'est un phénomène américain. Mm. Et ça, j'adore ça. C'est que la personne de l'acteur l'emporte sur la raison commerciale. Bien sûr. Tu vois, on pourrait dire qu'il y a des grands Fonda. Des grands films de Fonda, on pourrait dire des grands Fonda. Mais c'est la même morale, tout ça. John Ford... Non, Hitchcock, c'est un peu... Ah non, Hitchcock, c'est justement le premier qui sort de qui là. n'aimait pas les acteurs. Oui, oui. Mais il était anglais. Tu aimes les acteurs? Je sais plus. Je sais que maintenant je les regarde dans les films. Avant, je ne la regardais pas. Mm. Maintenant, je les regarde, mais c'est toujours le genre de choses que l'on découvre quand c'est un peu mort. C'est-à-dire qu'on devient tout d'un coup extrêmement affectueux, gentil et compréhensif, quand la chose qui effrayait un peu avant ne se reproduit plus. Et ce règne-là a été défait par le cinéma italien. Oui, absolument. Absolument. Il y a une seule grande césure dans l'histoire du cinéma. À la depuis grande parlant, voyoucratie de Fellini. surtout la grande voyoucratie de Rossellini, avec son Chacun le compère sien, Fellini, se laisse. mais non, le premier qui porte les coups, c'est Rossellini, un peu comme un aventurier, vraiment. Parce que lui, il fait l'opération symbolique typique. Il dit je veux Ingrid Bergman, parce qu'elle a du succès là-bas, et puis qu'elle lui plaisait. Et il a la chance de tomber sur quelqu'un qui était assez inquiet pour dire quelque chose se passe en Europe, je vais en Italie. Bon, l'amour, 3-4 films. Bergman se refait une carrière difficilement à Hollywood, pardonne pas ça. Et Rossellini évolue vers ces trucs de plus en plus pédagogiques, télévision lui aussi. Et ça, je crois que c'est le petit événement central qui annonce la déliquescence progressive du cinéma de studio, donc des stars, une possibilité de cinéma de crise adulte, le cinéma du soupçon, qui est le cinéma européen, dont nous on a hérité, dont même toi tu as hérité. Et même ça, c'est fini. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est suffisamment loin de ça pour voir que le cinéma des stars qui a duré, je parle celui du parlant, parce que le muet c'est autre chose, qui a duré 30 ans à tout casser, ces 30 ans c'est pas très long, il s'est passé autant de temps depuis la fin de ce système que ce système lui-même. Et nous, on vit encore comme si on était juste après la fin de ce système. Et il y a encore des gens à la télévision... La fin de l'ère morale. Oui, je sais pas, Frédéric Mitterrand, quand il dit à un jeune acteur comme Lucas Belvaux qui a 20 ans, allons Lucas, tu es une star. Et on a envie de dire, pauvre gamin. Bon, Mais alors c'est ça pour te répondre. J'aime bien les acteurs maintenant, peut-être parce que je vieillis et que je trouve qu'il y a quelque chose de complètement désarmant dans un acteur, parce que c'est fondamentalement quelqu'un qui veut être aimé, quelle que soit la situation, quel que soit le système, il a du talent ou pas. Et il y a autour maintenant, et ça c'est la télévision, il y a autour quelque chose qui attaque, qui va faire beaucoup de mal et qui va même empêcher des gens d'avoir une chance de devenir une image. Ça prend du temps à faire une image. Hein. Hollywood, on les fabriquait, les images. On les fabriquait. oui, mais il y a dans le cinéma français, on peut en parler un petit peu. On peut. Oui. Dans ce qu'on voit à la télévision, du cinéma français et aussi des films télévisés. Il y a un mauvais usage du comédien. Le comédien dans le cinéma français dérange le film. Il ne le fait pas, si tu veux. C'est très curieux, ce sentiment. Quand Fonda pénètre un espace, ou une rue vide, ou bien une place, ou un bar, enfin, il est à sa place, il est juste, il est discret. Simplement, c'est l'emplacement de son corps qui est complètement sacralisé. Bon, dans le cinéma français, ça dérange. Les acteurs français font beaucoup trop de gestes. Ils sont beaucoup trop intimidés. On sent que ce sont des gens qui ont peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas faire carrière, talonnés par l'idée de carrière. C'est lamentable. C'est peut-être parce que je ne le vois jamais. Je ne le vois qu'ici, ici je veux dire à la télévision. Je ne le vois jamais en première vision, le cinéma français. Je n'y vais pas. Mais je suis chaque fois, même en seconde vision,
4 ans après, je suis chaque fois frappée par ça, par la mauvaise utilisation des acteurs par les metteurs en scène. Un petit peu comme s'ils n'étaient pas assez intelligents pour diriger les comédiens. Ils font de la belle image. Ils savent très bien filmer. Mais on a le sentiment que c'est aussi nécessaire pour eux de bien filmer ce bureau que le visage de ce jeune homme. C'est à la fin, tu sais, quand ça s'ajoute, quand les films s'ajoutent les uns aux autres, ça fait une mentalité. Une mentalité qui règne dans le cinéma. C'est ça que tu éprouves, enfin, devant. C'est vrai que moi, des fois, j'ai la nostalgie des films que pourtant à l'époque on critiquait très violemment, qui étaient, on a un acteur qui marche bien, que les gens aiment, alors on fait un film pour lui. Et à l'époque, on disait, ok, du cinéma, c'est scandaleux, ce qui compte, c'est l'histoire, c'est le metteur en scène, etc. C'est honteux de se rouler au pied d'une image déjà constituée, donc de faire des films pour Gabin, parce que Gabin est incontournable. Et je me dis que même ça, on ne le fait plus. C'est-à-dire qu'il y a plein d'acteurs qui sont vraiment intéressants. Mais vous avez beaucoup parlé d'image. Oui, on n'en parle plus maintenant. En tout cas, moi, j'en parle plus. Oh. Je crois que c'est vraiment le drame. L'image avant tout, l'image... Pas nous, hein. Non, faut être juste. Non, non, pas au cahier. Non, non. Mais non, au contraire, là, je serais ferme là-dessus, parce que même quand moi j'étais petit, je me souviens, la grande distinction entre les cahiers, qui étaient assez bizarres, et puis d'autres revues de cinéma, mais surtout l'opinion générale sur le cinéma, c'était, évidemment, le cinéma, c'est d'abord l'image, qui est un discours très difficile à combattre, qu'on n'a pas beaucoup réfléchi au cinéma. Or, ce discours avait quand même cédé un peu de terrain, surtout en France, où on a quand même beaucoup travaillé le son. Tu y as contribué, mais tu n'es pas la seule. C'est fou à quel point les cinéastes français intéressants ont tous une idée sur le son, donc sur l'image, mais l'image à partir du son. Et non, puis ça... Non, sur la parole, oui. La parole, oui. Et ça s'est de nouveau estompé, d'où ma tristesse. Parce que de nouveau, on peut avoir des jeunes cinéastes qui disent trop bavard le cinéma français, trop de son. D'abord, c'est pas vendable, c'est pas exportable, les gens n'aiment pas lire des sous-titres. Vive l'image, ça au moins c'est universel. Or, aujourd'hui, la seule image universelle, c'est la publicité. Ou la télévision. C'est soit le direct de télévision, soit le cinéma amateur de reportage passant à télévision parce que c'est un sujet réel, soit la publicité. Il n'y a pas beaucoup de types d'images aujourd'hui. Mais comme disait le petit Lévy hier soir, c'est pas assez. C'est pas assez. Si on avait à choisir entre plein de types d'images, plein d'écoles comme en peinture, on dirait pourquoi pas. Mais il y a très peu de choses dans les images. Et on est en train d'abandonner le son. Et moi, mon hypothèse actuelle, c'est que le cinéma parlant est en train de mourir. Parlant, en tant qu'il parle. Ça rejoint ce qu'on disait sur le doublage des films américains. En tout cas, moi, mon cinéma, c'est ça. C'est pour ça qu'on l'aimait, ton cinéma. C'est la parole. Et il ne meurt pas, mon cinéma. Je veux dire, il y a quand même des gens... que ça ne se il y a quand même des gens qui sont attachés à la parole. Et à la parole crue, enfin, presque omniprésente, presque anormalement présente dans un film. Bien sûr. On a des acteurs qui ont des voix fabuleuses, à qui on ne fait rien faire. C'est Rig, par exemple. Ça tient à... Je ne sais pas, une timidité, certainement. Je me souviens de ce film qui a paru, je ne sais pas le titre. Je sais qu'il a été cité à Hollywood, là, aux Oscars. Il y a une jeune fille qui a fait parler d'elle beaucoup, de 37-2. 37-2. Je ne l'ai pas vu. Mais à la télévision, quand on a fait de la publicité pour ce film, j'ai vu que la jeune fille, à un moment donné, prenait un manuscrit et pour aller le lire sur un bureau. Et avant de poser ce manuscrit sur le bureau, alors que la table à l'endroit du manuscrit était libre, elle a écarté les bras et elle a renversé tout ce qu'il y avait sur la table par terre. Elle s'est assise à la table vide. Elle a lu son manuscrit. C'est-à-dire que pour lire, elle aurait mangé un steak encore. Mais pour lire, elle avait fait l'enfant. Elle avait dégradé même la lecture qu'elle allait se faire.